Merci. Bonjour à tous et à, Bonjour à tous et à toutes. Je remercie l'Académie de m'avoir invité à présenter ce topo. Vous allez voir qu'il y a quelques éléments et quelques diapos qui sont un peu redondantes avec ce qui a été montré depuis ce matin. Je m'en excuse à l'avance, mais bon, c'est comme ça. Alors, tout d'abord, pas de conflit d'intérêt, bien sûr. Une seule diapo sur le problème de l'antibioprophylaxie qui a été longuement développé par Marc Garnier tout à l'heure. Le bon usage, finalement, c'est assez simple, puisque le bon usage, c'est suivre les recommandations. Les recommandations, il y en a, tant pour l'antibioprophylaxie que pour l'antibiothérapie curative. L'antibioprophylaxie, on en a donc longuement parlé, elles sont définies, l'indication, la molécule et la durée sont définies par les RFE. Dans l'immense majorité des cas, de la céfazoline, de la clindamycine si les patients sont allergiques, même s'il y a en cas d'allergie, et c'est limité, comme ça a été dit, à la période péropératoire. Il y a quelques très rares indications à poursuivre 24 ou 48 heures. Je les ai listées, vous voyez, il y en a vraiment très peu. La chirurgie ORL carcinologique avec lambeau, la chirurgie orthognatique, la chirurgie alvéolaire, la traumatologie maxillofaciale, l'amputation de membres, la chirurgie thoracique chez le patient BPCO et certaines valves endobronchiques en chirurgie thoracique. Et c'est de toute façon jamais plus de 48 heures. On parle, il y a dans tous les tableaux d'antibrophylaxie, il y a une antibiothérapie qui est proposée pour durer un peu plus longtemps, mais là aussi c'est extrêmement spécifique. Le traitement des varices œsophagiennes en période hémorragique, les morsures et les fractures glucilo 2 ou 3, mais avec une certaine conditionnalité, c'est-à-dire c'est celles qui ont été très contaminées, notamment par de la terre ou par de l'herbe, et un long délai de prise en charge, ce qui malheureusement peut arriver, sans que la durée d'antibiothérapie à ce moment-là soit exactement précisée. Ce sont les seules exceptions à l'antibioprophylaxie péropératoire. Ensuite, on va maintenant aborder le problème de l'antibiothérapie. Donc là, le contexte est complètement différent, bien sûr. Le patient est opéré pour la prise en charge d'une infection et son traitement va associer la chirurgie pour le contrôle de la source et l'antibiothérapie. L'antibiothérapie, elle va être dans un premier temps empirique et puis elle va être adaptée aux résultats de la bactériologie, que ce soit l'examen direct qui peut donner de premières informations, puis la culture, avec arrêt des antibiotiques si les prélèvements sont négatifs ou désescalade s'ils sont positifs. Donc il y a une certaine discussion déjà autour de l'antibiothérapie empirique, puisqu'elle va faire appel à de multiples paramètres. L'infection est-elle communautaire ou nosocomiale? Est-ce qu'on peut se faire aider par des tests de diagnostic rapide qui sont de plus en plus, qu'on utilise de plus en plus? Quelles sont les comorbidités du patient, son écologie, l'écologie du service? Existe-t-il un état de choc? Tous ces paramètres vont apparaître dans la discussion pour discuter du choix de la molécule. Et donc, de manière assez standard, chaque établissement va établir, disons, un tableau d'antibiothérapie empirique en fonction des différentes infections qu'il va pouvoir rencontrer, que le collègue d'anesthésie va pouvoir rencontrer au bloc opératoire. Par exemple, à Bicêtre, cette feuille existe, enfin ce genre de tableau existe au bloc opératoire, et chaque praticien peut donc se référer en fonction à la fois du type de chirurgie, donc il y a la neurochirurgie, de la chirurgie orthopédique, viscérale, de la chirurgie urologique, en fonction du type de chirurgie, en fonction du caractère communautaire nosocomial, de présence ou pas d'un état de choc, de certains autres facteurs, de la localisation par exemple d'une fasciite, sur, disons, un schéma standardisé de prescription d'antibiothérapie empirique, à la fois pour le péropératoire, c'est le moment où il va commencer les antibiotiques, et le post-opératoire immédiat. Donc là, on est dans le cas de l'antibiothérapie empirique. Après donc, il va se poser la question de la durée de l'antibiothérapie. Les durées, elles sont bien codifiées et elles sont relativement courtes, le plus souvent entre 4 et 7 jours pour la majeure partie des infections chirurgicales, péritonite, pyélonéphrite, drainage d'une collection intra-abdominale, fasciite nécrosante, ça ne dépasse pas 7 jours. Certaines infections, bien sûr, vont nécessiter une durée plus longue. L'infection neuroméningée, abcès cérébral, empième, ou l'infection ostéo-articulaire, 6 à 12 semaines. Après, donc cette durée d'antibiotiques, c'est bien codifié quand les prélèvements sont positifs, que l'infection est certaine, qu'on a démarré une antibiothérapie, et donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, il peut y avoir des problèmes quand on parle d'antibiothérapie empirique, et quelquefois, il est difficile d'arrêter les antibiothérapies empiriques.
quand il y a eu une forte suspicion clinique et biologique d'infection. Je vais prendre 2 exemples qui sont des exemples de notre pratique quotidienne et bicêtre. Tout d'abord, la suspicion de ventriculite sur dérivation ventriculaire externe. Donc les patients ont des dérivations ventriculaires externes et il y a une suspicion d'infection au cours de la prise en charge. C'est des patients qui sont pris en charge à ce moment-là en réanimation avec une DVE. Et donc il va y avoir un prélèvement de LCR et il faut savoir, vous savez, que les critères classiques autour, notamment biologiques, du LCR et cellulaires au niveau du LCR en cas de suspicion d'infection n'ont aucune valeur dans le contexte nosocomial. Donc seul l'examen direct et la culture du LCR, quand elle est positive, va affirmer avec certitude l'infection neuroméningée et l'infection de DVE. Et donc là, quand on est dans ce cadre-là, bon, il n'y a pas de problème, on va traiter l'infection. Quand, par contre, l'examen bactériologique va être négatif, eh bien, c'est plus difficile et l'antibiothérapie est souvent discutée, d'autant plus que vont arriver des arguments autour de, par exemple, si un patient, au moment où il y a une suspicion d'infection neuroméningée, est déjà sous antibiotiques, eh bien, revient de manière habituelle le fait que peut-être que l'antibiothérapie qui est donnée pour une infection urinaire ou une infection pulmonaire a décapité le prélèvement de LCR. Ou alors parce que le patient s'est amélioré après 48 heures d'antibiothérapie, et même si le LCR est négatif, on hésite à l'arrêter. En pratique, la manière dont on fait, c'est que souvent on recontrôle les LCR pour vérifier, certes, même si c'est imparfait, l'évolution des différents paramètres biologiques, et surtout, si le LCR reste négatif, on n'hésite jamais à arrêter une antibiothérapie. Parce que, voilà, les premiers prélèvements sont négatifs, on considère qu'ils restent négatifs. L'autre partie compliquée, c'est l'infection ostéo-articulaire. Il y a eu un topo ce matin par le collègue de la Croix-Saint-Simon sur la prise en charge de l'infection ostéo-articulaire, où en cas de suspicion d'infection, il y a une reprise chirurgicale pour prélèvement, lavage, plus ou moins retrait du matériel, tout ça a été bien détaillé ce matin, et début d'une antibiothérapie empirique. Donc après, va se poser la question de la poursuite de cette antibiothérapie empirique, si les prélèvements sont négatifs et s'il y a passé d'arguments bactériologiques, microbiologiques, pour une infection authentique. Et là va se poser la question notamment du problème d'un germe qui s'appelle le Cutibacterium acnes, qu'on appelait Propionibacterium acnes, qui pose un problème dans le cadre de l'infection post-opératoire, notamment, alors c'est pas uniquement, mais notamment ostéo-articulaire. C'est une bactérie qui est anaérobie, grimpe plus, et qui va prédominer dans les zones humides et riches en glandes sébacées, face, scalp, creux axillaire, sternum. Elle est très sensible, notamment au bêta-lactamine, à la clindamycine, même s'il y a une résistance autour de 10%, et les glycopeptides et les fluoroquinolones qui ont une activité grimpe plus. Et elle va être responsable donc d'infections articulaires, notamment à la chirurgie de l'épaule, où c'est un problème important, et on retrouve beaucoup plus souvent ce germe dans les infections de l'épaule que dans les autres articulations. Le souci, c'est que le délai de positivité en culture de Cutibacterium est de 5 à 7 jours. C'est-à-dire qu'avant que la culture soit positive, il faut plusieurs jours, et c'est au-delà des 48 heures habituelles. Je vous ai mis ce schéma qui regarde le délai de positivité des différents germes en culture après des prélèvements d'infections ostéo-articulaires, c'était des infections sur prothèse. Vous voyez que la majorité, les premiers, notamment les staphes dorées et les BGL, le délai de positivité autour de 48 heures, qui est le délai habituel. Mais tout à droite, c'est le Cutibacterium, et la médiane de positivité est à 6-7 jours. Donc ça pose un souci, ça ouvre à la discussion, et notamment la question qui va se poser, c'est en cas notamment, je pense, d'infection au niveau d'une prothèse de l'épaule, si les prélèvements sont négatifs, il faut poursuivre l'antibiothérapie empirique au-delà des 48 heures. Donc tout ça, c'était le bon usage des antibiotiques en post-opératoire. Maintenant, on va parler du mésusage. Le mésusage de la prescription des antibiotiques en post-opératoire, c'est la prescription hors recommandation. Les recommandations, vous avez vu, il y en a, elles sont solides. Les RFE pour l'antibioprophylaxie, et notamment des guidelines sur la durée qui ont été publiées il y a 2-3 ans par les sociétés savantes. Il y a bien sûr là une méconnaissance des recommandations, que ce soit tant pour le médecin anesthésiste réanimateur que pour le chirurgien. Et après, interviennent des facteurs humains sur lesquels il est difficile d'agir et qui, dans les discussions qu'il va y avoir entre les prescripteurs, les chirurgiens, les microbiologistes, des phrases qui peuvent être des phrases définitives avec lesquelles il est difficile d'interagir. J'ai toujours fait comme ça, on m'a appris comme ça, à tel endroit ils sont spécialistes et ils font comme ça, c'est mon patient, c'est moi qui décide, de toute façon dès qu'il sera en salle,
je lui remets ses antibiotiques. Toutes ces phrases ont été entendues au cours de la prise en charge des différents patients. Donc c'est difficile à partir du moment où on commence à discuter comme ça, c'est difficile d'avancer. Alors, quand est-ce qu'il y a des prescriptions hors recommandation? Quand les antibiotiques sont introduits en péropératoire hors indication, ou alors quand ils sont poursuivis en post-opératoire, notamment dans le cadre de l'antibiothérapie empirique, avec une absence de révélation à 48 heures, que les antibiotiques soient arrêtés quand les prélèvements sont négatifs, ou qu'ils ne soient pas réévalués en termes de spectre antibiotique, qu'il n'y ait pas de désescalade en cas de prélèvement positif. Donc pourquoi ce mésusage? Eh bien, il est motivé par la crainte de l'infection post-opératoire, mais il fait l'impasse sur les conséquences connues et documentées de toute antibiothérapie, on en a assez longuement parlé aujourd'hui, avec une croyance dans le pouvoir quasi magique, je réemploie le mot qu'a employé le professeur Garnier, de la molécule antibiotique, qui aurait une efficacité supérieure au principe quand même très ancien du contrôle de la source de l'infection via l'acte chirurgical. Et intervient aussi la relation avec le patient et avec la famille, avec des phrases du genre « au moins on aura tout essayé puisqu'on a mis des antibiotiques », qui sont, il ne faut pas se leurrer, qui sont un élément important pour le patient et la famille. Alors comment faire mieux? Comment faire mieux? On peut faire mieux, bien sûr, on peut toujours faire mieux. Je ne pense pas que ça passe par la coercition, mais plutôt par l'enseignement et la confraternité. Et ce qu'on peut recommander, c'est un ensemble de mesures et adopter une attitude raisonnable et la plus scientifique possible. Il faut faire en péropératoire les prélèvements nécessaires. On a besoin d'avoir des prélèvements pour faire la preuve de l'infection, avoir les germes et adapter l'antibiothérapie. Il ne faut pas faire de prélèvements inutiles. Les prélèvements de surface, les prélèvements de cicatrices, les prélèvements de drains, envoyer les redons ou les drains bactériaux, tout ça ne sert à rien. On va avoir des germes qui, dans l'immense majorité des cas, vont être des contaminants et dont on ne fera rien, en fait. Il faut discuter l'urgence de l'antibiothérapie, notamment de l'antibiothérapie empirique, qui, bien sûr, sera faite de manière urgente dans un certain nombre de cas qui seront bien documentés, notamment en cas de choc septique. Quelquefois, on peut attendre le résultat des prélèvements bactériologiques. Bon, c'est ouvert à discussion, je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, mais c'est ouvert à discussion. Il faut se faire aider, et encore une fois, ça va être de plus en plus le cas, des tests de diagnostic rapide, avec notamment les PCR, qui vont pouvoir nous aider dans le diagnostic. Ensuite, il ne faut pas tout traiter. Notamment les prélèvements qui vont être positifs aux germes d'origine cutanée, aux contaminants, voilà, il ne faut pas traiter tous ces germes-là. Les entérocoques et les candidats dans certaines péritonites, les germes qui sont responsables de colonisation urinaire sans infection. Toute antibiothérapie doit être évaluée à 48 heures, tant pour l'arrêt que pour la désescalade, et c'est là qu'intervient l'importance, là aussi on en a parlé tout au long de la journée, l'importance de l'équipe multidisciplinaire qui est nombreuse, le médecin en charge du patient, son chirurgien, l'infectiologue avec le rôle de l'équipe mobile d'infectiologie, le microbiologiste et le pharmacien qui a toute sa place dans cette équipe. Et bien sûr, comment faire mieux? Eh bien, tout ça dépend de la relation entre les différents intervenants, de la capacité à s'écouter et à s'entendre, et à se faire confiance, comme le disait le professeur Léon il n'y a pas si longtemps dans cette même salle. Merci beaucoup.